Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. Ravi d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Vous pouvez suivre Patrick sur 21st Century Wire ou sur son Substack, juste sous son nom. Vous pouvez le voir à l'adresse patrickhenningsen.substack.com. Patrick, commençons par le soi-disant plan de paix de Trump. C'était vraiment quelque chose de voir ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Tu es was itswin provention istenenyu de tuasmas, anticrut zutha. The whole situation with the case of Gaza. Ils disent que la guerre est terminée, mais clairement, ce n'est pas le cas. Tsahal est encore déployé dans certaines parties de Gaza et le Hamas est toujours présent dans les rues là-bas. Comment peut-on dire que la guerre est finie? Eh bien, nous avons convenu de donner une chance à la paix. Nous avons convenu que les conditions de son plan en 20 points sont très claires. Il ne s'agit pas seulement de libérer les otages sans retirer nos forces militaires, mais aussi d'obtenir à la fois la démilitarisation et le désarmement. Ce ne sont pas la même chose. D'abord, le Hamas doit rendre ses armes. Ensuite, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'usine d'armes à l'intérieur de Gaza, ni de contrebande d'armes vers Gaza. C'est cela, la démilitarisation. Nous avons convenu que cela faisait partie du plan. Nous avons également convenu de dire « D'accord, réalisons la première étape et maintenant donnons une chance à la seconde de se faire pacifiquement. » C'est mon espoir. Mais sinon, je crois avoir entendu le président parler ce soir. Il a dit « Écoutez, il ferait mieux de le faire » ou « Eh bien, je ne peux pas parler en son nom », mais il a dit que l'enfer se déchaînerait. J'espère que non. J'espère que nous pourrons le faire pacifiquement et nous sommes certainement prêts à le faire. En réalité, Trump a dit que s'il ne se désarme pas, nous le ferons. Et tu sais ce qui m'étonne? Le point essentiel à mon avis, c'est ce que Tom Brock a dit récemment, qu'ils n'ont même pas ce mot dans leur langue, se soumettre. Comment se soumettre? Alors, que peuvent-ils faire pour les pousser dans cette direction? Il faut les désarmer. Il faut orienter tout vers cet objectif, cette cible que tu vises, à savoir le désarmement du Hamas. Si tu veux la paix à Gaza, il faut offrir quelque chose. Tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. Mais ce n'est pas le cas ici. Tu ne fais que prendre. Ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des négociations. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de soumission. La politique israélienne, c'est la soumission totale ou la mort. La politique des États-Unis est désormais de facto la même que celle d'Israël. Les États-Unis agissent essentiellement comme une sorte de consiglière, comme on dit dans la mafia, pour Israël, transmettant des messages aux Libanais, jouant le rôle d'intermédiaire, menaçant en substance d'actions militaires, de sanctions et de toutes sortes d'autres mesures. Dans le cas de Tom Brock, il a directement menacé le Liban d'une guerre civile. Il a dit, vous savez, qu'il fallait désarmer le Hezbollah et que les États-Unis allaient fournir des armes à l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Il appelle désormais ouvertement à la guerre civile. Et c'est en quelque sorte une bonne chose que les gens l'entendent. C'est bien que le monde le voit. C'est bien pour les populations du Moyen-Orient qui ont essayé je ne sais pas, elles ont accordé tellement de latitude aux États-Unis malgré tous les dégâts qu'ils ont causés à la région, en pensant encore que cette administration ou la suivante serait différente de la précédente. Et bien sûr, on peut maintenant voir que tout ce que font les États-Unis au Moyen-Orient a pour but de servir Israël. C'est pour protéger Israël, mais aussi
pour le mettre à l'abri de toute attaque, responsabilité ou reddition de comptes international auxquels il pourrait être confronté en raison de ses actions. D'abord envers la population palestinienne autochtone, soumise à un système d'apartheid, et ensuite en massacrant des Libanais de manière extrajudiciaire sous prétexte de menaces terroristes, rasant des villages entiers dans le sud du Liban. Ils s'en sont également sortis indemnes. Les États-Unis attaquent les institutions internationales qui tentent de tenir Israël pour responsable, comme la CPI qu'ils sanctionnent, la CIJ, dont on ignore comment cela va se terminer, et tout autre pays qui ne soutient pas Israël ou s'y oppose peut s'attendre à des représailles de la part des États-Unis. C'est donc du racket international de la part de l'administration Trump. Mais revenons à Israël. Ce qu'Israël fait, c'est simplement préparer l'échec de ce cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord de paix. Ce n'en est même pas proche. Au mieux, c'est un cessez-le-feu. Au mieux. Et personnellement, vous savez, d'un point de vue humain, j'espère qu'il durera le plus longtemps possible pour les Palestiniens. Ils méritent de dormir la nuit. Ils méritent de ne pas être bombardés dans leurs tentes. Ils méritent de manger. Ils méritent d'avoir de l'eau, de la nourriture, des soins médicaux. Ils méritent d'avoir des hôpitaux qui ne sont pas bombardés. D'accord? Et rien que le fait qu'Israël autorise, vous savez, entre 5 et 600 camions, des lorries, comme on les appelle en Grande-Bretagne, ou semi-remorques à entrer dans la bande de Gaza avec de l'aide, est une reconnaissance tacite qu'il mène un siège et un blocus depuis maintenant 2 ans. En tout, cela dure depuis environ 17 ou 18 ans. Mais au cours des 2 dernières années, ils ont affamé les Palestiniens, en leur refusant des éléments essentiels à la vie, comme la nourriture, l'eau et les fournitures médicales, en coupant l'électricité, et ainsi de suite, en plus de les bombarder, d'aplatir Gaza. Donc je suis heureux pour les Palestiniens. Ils méritent autant de répit qu'ils peuvent en obtenir. Et j'espère sincèrement que cela durera pour toujours. Cependant, je ne vais pas me réjouir car je suis sceptique, parce que Israël et Trump ont adopté la même tactique israélienne, qui consiste à faire semblant de proposer un accord irréalisable, dans lequel l'autre partie n'a en réalité aucun mot à dire. Ils appellent cela un accord alors que ce n'en est pas un. C'est un ordre. Et si l'autre partie ne s'y conforme pas, ou si Israël rompt le cessez-le-feu, ce qu'ils ont fait à chaque fois auparavant, à chaque fois, si le cessez-le-feu est rompu et qu'il se passe quelque chose, ou que quelqu'un riposte contre une position israélienne, ou qu'une roquette, une sorte de feu d'artifice amélioré, tombe du côté israélien, alors ils disent « Oh, regardez, nous leur avons donné une chance de paix et nous n'avons pas de partenaire avec qui négocier. » Oui, parce que vous les avez tous tués. Vous avez assassiné tous les négociateurs du Hamas. Ou bien, on le met en prison, comme Marwan Barghouti. N'importe quelle figure politique capable de rassembler. Ils ont donc truqué le système sous tous les angles possibles pour qu'il ne puisse y avoir aucune forme de compréhension bilatérale, aucun accord de paix durable et viable. Et ensuite, ils en rejettent la faute sur les Palestiniens. Ce que fera Trump, voyez-vous, Trump n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un de suffisamment sérieux. Et il s'est entouré d'animateurs de télévision, d'escrocs et d'arnaqueurs dans son cabinet. Tous, chacun de ces escrocs, arnaqueurs et présentateurs de Fox News, soigneusement choisis par le lobby israélien. Quiconque touche à la sécurité nationale ou à la politique étrangère a été sélectionné par Mary Madison et le bureau de Benjamin Netanyahou. Chacun d'entre eux. Ainsi, dans ce vivier de talents sans talent, ils sont doués pour s'occuper d'eux-mêmes, ces gens-là. Ce sont des escrocs, des arnaqueurs, des menteurs professionnels, et ils sont incapables de construire un cadre qui inclut les intérêts de tout le monde. Voilà à quoi ressemble un accord de paix.
il n'y aura aucun accord de paix de la part de l'administration Trump. Et si quelque chose tourne mal ou s'effondre, il en rejettera la faute sur le camp qu'il perçoit comme son ennemi, c'est-à-dire les Palestiniens, même si c'est manifestement la faute d'Israël et des États-Unis. C'est d'une hypocrisie totale. La politique déclarée d'Israël est l'absence d'un État palestinien. Trump n'en a même pas parlé, ni à Sharm el-Sheikh, ni lors de cette démonstration tape à l'œil au Parlement israélien. C'était simplement une humiliation pour les États-Unis. Sa prestation ressemblait à un de ces roasts de célébrités à la Don Rickles et Dean Martin. C'était embarrassant. Mais Trump n'a aucune honte à ce niveau-là. Il est là, lançant quelques plaisanteries avec Mary Madison, qui pourraient être jugées un peu limite. Mais au bout du compte, il danse. Il danse au rythme du joueur de flûte qu'il a payé. Et ce joueur de flûte, c'est le lobby israélien. Il le possède. En gros, c'est son gendre qui dirige la plupart de tout cela, avec ses associés du secteur immobilier comme Steve Witkoff. Ce ne sont pas des diplomates. Il n'a pas reconnu qu'il y avait un génocide à Gaza et il n'a pas reconnu l'État palestinien, même si de nombreux pays, y compris des membres de l'OTAN, avaient officiellement reconnu un État palestinien. Probablement pour des raisons assez précaires, notez bien, comme la Grande-Bretagne, la France et ainsi de suite. Il y avait là un élément stratégique. Néanmoins, c'est sur la table, et la plupart des membres de l'ONU ont voté pour ou reconnu cela à l'Assemblée générale. Pas un mot à ce sujet. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'accord de paix, ni avec Trump au pouvoir, ni avec le régime actuel à Tel Aviv. Alors, ils reprendront simplement les bombardements après avoir récupéré tous leurs otages, ou suffisamment d'entre eux. Peu importe. S'ils les récupèrent tous, ils reprendront les bombardements. S'ils désarment les Palestiniens, ils diront qu'ils ne les ont pas assez désarmés et continueront d'attaquer. Et s'ils récupèrent une partie des otages, ou leurs prisonniers de guerre à ce stade, car beaucoup de ceux qui restent sont des réservistes, alors ce sont des prisonniers de guerre. Je veux dire, voici l'autre aspect, la manière dont tout cela est présenté. Israël dit que c'est la guerre. Trump a dit que Bibi a été un grand président en temps de guerre. Ce n'est pas une guerre. Le simple fait que nos médias traditionnels l'appellent la guerre à Gaza, ou que Trump la qualifie de guerre, ou que les Israéliens la présentent comme une guerre. Ils veulent présenter cela comme une guerre et non comme ce que c'est réellement, car cela leur permet d'exercer des pouvoirs extrajudiciaires et d'agir avec une extrême partialité. C'est pour cela qu'ils la qualifient de guerre, une guerre contre le terrorisme. C'est ainsi qu'ils la présentent. On peut suspendre toutes les normes internationales, tout le droit international, tout, si c'est une guerre contre le terrorisme. Ainsi, Israël qualifie la résistance armée palestinienne de terrorisme. Puis ils font pression sur Washington, Londres, Paris, Berlin et Bruxelles pour qu'ils fassent de même. Et soudain, c'est une guerre contre le terrorisme. Nous avons une coalition de volontaires et Israël en devient le fer de lance dans cette noble croisade contre le terrorisme. Alors qu'en réalité, selon le droit international, la Palestine, les Palestiniens en tant que peuple occupé, ont le droit, en vertu du droit international et de multiples traités et conventions, de mener une lutte armée de libération. Et c'est ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas une organisation terroriste expéditionnaire. Le Hamas ne l'est pas, selon aucune définition historique. Mais le seuil a été abaissé à un point tel que ce terme élastique, totalement chargé, et dans le cas d'Israël, orienté dès le départ, sert à atteindre ses ambitions territoriales. Donc, je veux dire, c'est si facile de démonter tout cela, mais c'est triste qu'il y ait tant de gens dans les médias et en politique qui aient contribué à ce grand conte de fées selon lequel Israël se défendrait simplement. C'est d'une audace inouïe.
Nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'histoire. Jamais, du moins pas à l'ère moderne où les médias mondiaux peuvent diffuser ces questions en temps réel. Le niveau de mensonge, de tromperie et de corruption intellectuelle auquel nous faisons face ici est sans précédent. C'est sans précédent. Comment allons-nous vraiment gérer cela? Avec la direction politique actuelle dans ces pays, il ne semble pas qu'ils soient capables de faire ce qu'il faut au bout du compte. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Ils parlent beaucoup de démocratie occidentale, de civilisation occidentale. Eh bien, la civilisation occidentale, la démocratie, les États-nations post-Lumière, post-westphaliens, l'ère de la rationalité, reposent sur ce qui est juste et moral. Ce sont des valeurs communes, des définitions communes. Elles ont été codifiées après la Seconde Guerre mondiale dans un certain nombre de traités, d'accords internationaux et de conventions. C'était leur but. Les États-Unis ont dirigé ce processus et maintenant les États-Unis sont en train de le démanteler. Intéressant. Patrick, voici ce que Smotrich a dit. Il a déclaré qu'ils allaient établir des colonies juives à Gaza parce que les colonies assurent la sécurité. Il voulait donc demander si c'est le même plan que celui mis en œuvre en Cisjordanie. Parce que si l'on regarde la Cisjordanie, il n'y a plus vraiment de Cisjordanie. Et le même plan s'applique à Gaza. Avec le désarmement du Hamas, cela serait tout à fait réalisable, à mon avis, s'ils vont dans cette direction. C'est vrai, et tu fais bien de le souligner, Nima, car il n'y a plus de Cisjordanie. La Cisjordanie, telle qu'elle était définie auparavant, n'existe plus physiquement. Elle a été effectivement morcelée, puis à l'intérieur de chaque partition, subdivisée en morceaux plus petits. Israël a en réalité délimité les zones qu'il finira par absorber et annexer. Ils ont séparé et isolé Jérusalem-Est. Ils ont fragmenté la Cisjordanie et la vallée du Jourdain, et ainsi, ils en ont pris le contrôle. Ils tentent d'exercer le même type de contrôle à Gaza. Et si, et je dis bien si, ils permettent à des Palestiniens d'y vivre à moyen terme, le plan à long terme est très clair. C'est l'extermination totale ou le nettoyage ethnique de la population palestinienne autochtone. Tous. Tous. Point. Ils pourraient avoir certaines réserves qu'ils pourraient construire dans le désert du Negev pour y enfermer des gens, peut-être des villes de tentes, puis ériger d'autres colonies nouvelles et isolées, des camps de réfugiés ou des camps de concentration ou quoi que ce soit qu'ils aient en tête. Cela durerait jusqu'à ce qu'ils puissent éliminer ceux qui ont été parqués dans une sorte de zone de rétention temporaire pendant 1 an ou 2, ou les tuer ou les expulser. Dans le cas de la Cisjordanie, je suis sûr que le plan à long terme est de provoquer un autre bouleversement là-bas, semblable à celui de Gaza, qui pousserait effectivement la population palestinienne vers la Jordanie. D'autant plus qu'il y a déjà une importante population palestinienne en Jordanie. Cela signifierait la fin de la famille royale, ou du moins du roi actuel, car cela serait perçu comme un échec catastrophique de son leadership. Néanmoins, l'Occident verrait cela d'un bon œil, d'une certaine manière, car il pourrait alors installer un gouvernement technocratique. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont probablement déjà des personnes prêtes pour un scénario de Jordanie post-roi Abdallah. Je suis sûr qu'il existe des plans de contingence à ce sujet. Et l'Arabie saoudite pourrait également jouer un rôle. Peut-être qu'il existe un différend territorial avec la Jordanie qui, selon certains récits, reste historiquement non résolu. Mais pour l'Égypte, elle n'a pas ce genre de luxe. Le gouvernement égyptien ne veut pas hériter d'un tel problème. Et c'est là que le plan d'Israël, Smotrich, Netanyahou, Ben Gvir et tous ces autres extrémistes d'extrême droite aux tendances génocidaires entrent en jeu. Leur plan consiste à pousser suffisamment de Palestiniens dans le désert du Sinaï.
Et puis, ils ont déjà commencé à faire circuler l'idée que le Hamas serait entré en Égypte sous le camouflage d'évacués médicaux palestiniens et de personnes fuyant Gaza, créant ainsi une répétition du scénario de 1968 où Israël affirmait être justifié d'attaquer le Sud-Liban, comme il l'avait fait en 1968, avant d'envahir et d'occuper le Sud-Liban comme zone tampon à cause des terroristes, puisque l'OLP s'y trouvait, voyez-vous. C'est exactement le même scénario qu'il pourrait facilement reconstituer avec ce qu'il reste de Gaza et du désert du Sinaï. Que fera l'Égypte si Israël lançait une frappe aérienne et tuait quelques soldats égyptiens ou autre chose? Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire parce qu'ils savent que les États-Unis ne freineront pas Israël. Voyez-vous, c'est ce que tout le monde dans la région sait maintenant. Ils savent, même les Arabes du Golfe le savent. Les Arabes du Golfe savent qu'Israël peut les frapper pour n'importe quelle raison. Et quand on voit des délégués ou des négociateurs du Hamas en Égypte, il y a de quoi s'inquiéter, car ils étaient au Qatar, à la demande des Israéliens et des Américains. Puis soudain, le récit change, et Israël lance des frappes aériennes contre les Qataris. C'est tout simplement ridicule. Cela donne juste à Israël une excuse pour rôder et attaquer différentes personnes dans la région afin d'affirmer son autorité. Et en fin de compte, c'est bien cela, le projet du Grand Israël. Il s'agit d'avoir Israël au centre, entouré d'États clients soumis à Israël et à ses ordres, avec le soutien des États-Unis, comme le grand tyran qui se tient derrière le petit tyran avec une massue géante. Mais Israël n'est pas un petit tyran. Il dispose d'un avantage déloyal sur tout le monde, car c'est un État doté de l'arme nucléaire. Donc, voilà le problème. Et le problème avec l'Iran, c'est que l'Iran est le seul pays de la région prêt à s'y opposer, et il pourrait éventuellement demander des comptes à Israël. Mais cela pourrait changer. Cela pourrait aussi changer. Peut-on dire que la Turquie, car avant que toute cette folie ne commence, je pensais que les deux pays importants de la région étaient l'Iran et la Turquie. Mais au fil du temps, la Turquie semble disparaître de la scène. Vous savez, ils font partie du plan, et on ne voit aucune forme d'objection de leur part. Que se passe-t-il avec la Turquie sous Erdogan? Je pense qu'avec la Turquie, le problème est le suivant. D'un point de vue islamique, le gouvernement turc doit être perçu comme tenant au moins le bon discours moral, la bonne rhétorique, en tant que membre de l'Oumma. Si la Turquie veut être considérée comme le successeur ou le co-gardien, si l'on peut dire, de l'islam, du monde islamique, aux côtés du Royaume d'Arabie Saoudite, alors elle doit dire et sembler faire ce qu'il faut. Mais au bout du compte, la Turquie n'a pas de lien fraternel avec les Arabes. Elle n'en a pas. Le seul lien qu'ils partagent est le lien islamique. Et vous savez, bien que le Hamas soit un mouvement islamique, la question palestinienne ne devrait pas être envisagée sous un angle religieux. Mais c'est pourtant le prisme à travers lequel Israël et les États-Unis veulent la présenter. Traditionnellement, cette question a été envisagée sous un angle laïque, sous un angle du droit international et sous un angle de l'autodétermination. À travers le prisme de la Charte des Nations Unies, de l'article 1 ou de l'article 51, selon qu'il s'agisse de légitime défense ou d'autodétermination. C'est le cadre dans lequel ce sujet a traditionnellement été perçu, et à mon avis, c'est la bonne manière de le formuler. Mais si on l'aborde sous un angle religieux, cela ne tient pas, car tous les Palestiniens ne sont pas musulmans, n'est-ce pas? Et ils ne relèvent pas tous d'une même branche de l'islam non plus, même si la majorité sont probablement sunnites. Il existe également une forte composante et une tradition chrétienne en Palestine occupée. In occupied Palestine as well. And of course,
Et bien sûr, les États-Unis tenaient absolument à minimiser cela, car ils ne veulent pas susciter d'inquiétude parmi les chrétiens d'Amérique ou d'Europe qui pourraient penser avoir une cause commune avec les Palestiniens. Il est évident que les médias évitent simplement ce sujet, et on peut se demander pourquoi. Je pense que cela tient à l'influence éditoriale considérable exercée sur le monde universitaire, les médias et la politique américaine par le lobby israélien. Mais laissons ça de côté. Revenons à la Turquie. À leurs yeux, la Turquie n'a aucun intérêt direct dans les affaires arabes. Cela remonte à la séparation d'avec l'Empire ottoman. Et si l'on réfléchit à la manière dont Israël est né, l'État d'Israël comme on l'appelle, il est apparu après la Première Guerre mondiale. Et ce n'est que parce que les Britanniques et les Français étaient déterminés à provoquer un changement de régime dans l'Empire ottoman, puisqu'ils étaient alliés à l'Allemagne, tout simplement. Il y avait aussi une motivation économique. La Grande-Bretagne voulait empêcher que le pétrole des champs pétrolifères irakiens ne tombe entre les mains des Allemands, pour commencer. Ils ont donc promis aux Arabes qu'ils auraient leur propre État indépendant s'ils rejoignaient les Britanniques et les Français pour vaincre les Ottomans. Et bien sûr, ils les ont vaincus. Puis la Grande-Bretagne et la France se sont retournés et ont trahi les Arabes. Ils leur ont menti et ont imposé une sorte de dynastie hachémite douteuse pour gouverner la partie orientale de la région. Et puis, en ce qui concerne la Palestine, qui aurait dû devenir soit la Grande Syrie, soit un État arabe indépendant, ils l'ont remise après la déclaration Balfour. C'était déjà gravé dans le marbre. Ils l'ont remise comme futur foyer national juif, une entité sioniste, comme beaucoup de gens dans le monde l'appellent aujourd'hui. C'était donc cette trahison des Arabes par les puissances européennes afin de vaincre les Ottomans. En ce qui concerne la Turquie, les principaux objectifs de celle-ci sont de défendre ses propres intérêts immédiats, ce qui signifie qu'elle veut sécuriser certaines parties de la Syrie, les absorber éventuellement dans la Turquie et tirer profit de tout projet d'oléoduc transrégional en tant que pays de transit. Et cela, d'un point de vue économique, vise à se donner un levier. Il existe donc une préférence quant au plan énergétique qui deviendra le plan final, que ce soit la route qatari via la Syrie et la Turquie ou une autre route. Israël veut également en être bénéficiaire, en se transformant en pôle énergétique, en pôle de conversion, en pôle financier. La Turquie nourrit aussi des ambitions en ce sens pour l'avenir. Mais, en ce qui concerne le fait de réellement prendre des risques pour les Palestiniens, la Turquie n'a rien fait. Les militants en Turquie, eux, l'ont fait. Ils se sont mis en danger lors des précédentes flottilles de 2010 et des suivantes. Le peuple turc est très passionné par cette question, mais le gouvernement n'est pas prêt à agir. En réalité, le gouvernement a contribué à mettre au pouvoir ce qui fut probablement le plus grand coup de grâce d'Israël, à savoir l'installation du HTS à Damas. Cela a été fait uniquement au bénéfice d'Israël. Et la Turquie a joué un rôle clé dans tout le processus, de 2011 jusqu'à la chute de Damas, il y a un an. C'est la Turquie qui l'a fait. Ainsi, la Turquie servait les intérêts du projet sioniste, celui du Grand Israël. En fait, la Jordanie aussi. Elle s'est laissée utiliser comme base de départ pour la déstabilisation de la Syrie, surtout entre 2011 et probablement 2015, ces années cruciales. Mais la Turquie, de 2010 jusqu'à la chute de Damas, et elle continue encore à soutenir le régime de Jolani. Au bénéfice de qui? Au bénéfice d'Israël, au bénéfice des États-Unis et de personne d'autre. Et ils espèrent obtenir quoi? Qu'est-ce que la Turquie espère en tirer?
Ils ont déjà volé tout ce qu'ils pouvaient à la Syrie. Maintenant, ils veulent peut-être absorber une partie d'Afrin, d'Alep, de Jarablus et peut-être, sur la région côtière, un peu plus de territoire. Je suis sûr qu'ils adoreraient cela, car ils considèrent que tout cela fait partie de la Turquie. C'est leur revendication historique, comme la province du Hatay. Tu sais, c'est la Syrie, mais elle a été absorbée par la Turquie au début du XXe siècle. Et c'est clairement la Syrie. Donc, ils n'en ont pas fini avec leurs acquisitions. Et puis, il y a la question kurde, qui est à mon avis un énorme leurre, devenu un élément de négociation uniquement grâce au soutien des États-Unis et des Britanniques. Mais c'est un sujet distinct dont nous pourrons parler séparément. En regardant le sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte, c'était incroyable, Patrick, de voir toutes ces personnes se rassembler. Tu sais, nous avons un génocide à Gaza, et ces gens ne font que parler. Tu vois le président indonésien discuter avec Donald Trump de leurs affaires. Tu vois, je ne sais pas si c'était le président ou le premier ministre du Pakistan, parler de combien Donald Trump est formidable, qu'il devrait recevoir le prix Nobel de la paix. Le louer pendant 5 minutes, ne parler que de ça. Tu sais, le seul sujet qui, à mon avis, n'a pas été abordé, c'est quelle est la solution pour Gaza? Que se passe-t-il vraiment là-bas? C'est un jeu politique pour eux tous. Ils tirent profit de ces sommets, mais ils n'ont aucun sens. Comme nous l'avons vu avec le cas de l'Ukraine, je ferai le même constat. Mais pour Gaza, c'est bien plus important, car il y a un génocide, et nous devons être plus prudents quant à ce qui s'y passe. Mais on ne voit pas, eh bien, vous avez mentionné Erdogan, et le Pakistan, et les autres pays, et l'Égypte. Cela va très loin, et nous devons le comprendre. Je pense que, pour la même raison, il faut regarder le comportement du gouvernement iranien. Ils ont décidé de ne pas participer, parce qu'après tout, à quoi bon? Je suis content que les Iraniens ne soient pas allés à cette réunion. Je pense que cela a montré qu'ils ont des limites à ce sujet, du moins d'un point de vue politique. C'est le minimum qu'ils puissent faire, et je suis heureux qu'ils l'aient fait. Cela les distingue vraiment de certaines de ces autres puissances de second rang, tu sais, qui aspirent à une pertinence et à une influence régionale, comme la Turquie et l'Égypte. Ce dont il était question à Sharm el-Sheikh, c'était d'une séance photo. Et les séances photos sont la monnaie qui fait tourner l'administration Trump. La machine politique de Donald Trump fonctionne grâce aux séances photos, aux cérémonies de signature et aux tournées de victoire. Et il se moque bien que tout s'effondre dès le lundi. Il s'en fiche, car il passera simplement à autre chose. Ce président est tellement habile à dominer le cycle médiatique qu'aucune substance n'est jamais nécessaire. Les médias n'exigent jamais de fond, car il les fait tourner en rond. Et vous savez quoi? Il fait aussi tourner en rond tous ses dirigeants. Ils savent qu'ils doivent aller à Sharm el-Sheikh et en quelque sorte rendre hommage au don, pour ainsi dire, le parrain mafieux. Parce qu'ils savent que s'ils le flattent un peu en public, les États-Unis pourraient ne pas trop les punir. Sinon, ils risquent d'être sanctionnés par des tarifs douaniers, des sanctions ou des exigences de changement de régime. Les États-Unis peuvent déclencher une guerre par procuration. Vous savez, si un pays est opposé aux États-Unis ou ne coopère pas avec eux pour que sa direction soit écartée, Donald Trump peut intervenir dans le système judiciaire de ce pays et dire « Arrêtez cette poursuite, cette personne n'a pas besoin d'être poursuivie ». Je veux dire, c'est là qu'il en est aujourd'hui. Regardez ce qu'il a fait en Israël. C'est littéralement comme dire qu'il devrait y avoir une grâce pour Netanyahou, en plein devant le monde, en oubliant complètement ce que les citoyens israéliens en pensent. Cela ne compte même pas. Il obtiendra peut-être gain de cause, ou peut-être pas. Voilà de quoi il s'agit.
Il n'y a absolument aucune substance dans tout cela. C'est littéralement de la politique de pouvoir. Il s'agit d'intimidation, de racket, de systèmes de protection, d'argent de protection, de promesses d'investissement aux États-Unis, de promesses de permettre aux États-Unis de revenir dans le jeu. C'est en quelque sorte une résurgence de l'ère néocoloniale que Trump essaie de raviver. Je veux dire, la situation au Pakistan en ce moment est stupéfiante. Ce que l'administration Trump tente d'y ouvrir, ainsi qu'en Afghanistan comme nouveau front, vise essentiellement à relancer la guerre mondiale contre le terrorisme, mais aussi à repositionner les États-Unis afin de bloquer l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine. Et aussi, je pense, à envoyer un message à l'Inde et aux pays des BRICS selon lequel les États-Unis vont s'imposer au cœur non seulement de leurs affaires économiques, mais aussi de leurs affaires géopolitiques, physiquement. C'est ce qui se passe en ce moment autour de l'Afghanistan et du Pakistan. Cela a d'énormes implications, sachant que les États-Unis occupaient autrefois l'Afghanistan pendant 25 ans sous le prétexte fragile de l'OTAN, ce qui est une plaisanterie. Mais ils avaient un solide point d'appui en Asie centrale après le 11 septembre, ce qui est significatif. Et c'est fini. Mais ils pourraient facilement le reprendre. Donald Trump a même laissé entendre, je crois la semaine dernière, qu'il pense ou qu'il a vu un plan pour que les États-Unis réoccupent la base aérienne de Bagram. Je veux dire, vous vous rendez compte de ce que cela implique. On peut en parler, mais cela montre simplement qu'ils sont tout à fait à l'aise avec plusieurs dossiers en cours. Je pense que le cessez-le-feu à Gaza, l'un des avantages à court terme qu'il offre à Trump, est qu'il permet à Washington de se recentrer sur le projet d'Asie centrale, qui ne consiste pas seulement à contenir la Chine sur les plans économiques et géopolitiques, mais aussi à obtenir davantage de leviers pour une attaque contre l'Iran. Parce que vous savez, imaginez ce que les États-Unis ont fait en juin, à la fin de la soi-disant guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Les États-Unis sont intervenus. Maintenant, imaginez s'ils avaient eu une occupation complète de l'Afghanistan. À quel point cette opération aurait été plus facile? Eh bien, cela les aurait aussi exposés, évidemment, à d'éventuelles frappes de missiles iraniens. Mais vous savez, lancer des opérations secrètes depuis l'Afghanistan, si vous occupez le pays, et que vous avez, disons, quelques centaines de milliers de soldats sur place, ou 50 000, ou peu importe, 80 000, cela représente des ressources considérables. Donc je pense qu'ils aimeraient s'y réimplanter. Ils aimeraient avoir une base au Pakistan, sur la mer d'Arabie, ou quelque part le long de la côte. Les États-Unis aimeraient avoir une présence militaire plus importante en Asie centrale. Maintenant, réfléchissez un instant. Vers quoi nous dirigeons-nous? Nous revenons à la guerre froide sur le plan géopolitique. C'est bien plus complexe aujourd'hui, car il faut composer avec de multiples acteurs et de nombreux États souverains avec lesquels il faut négocier et conclure des accords. Dans le cas de la question pakistanaise, encore une fois, nous pourrions en discuter davantage, mais les États-Unis tiennent beaucoup à punir l'Inde pour son insubordination économique. Et c'est en partie ce que, selon moi, l'administration Trump cherche à exploiter dans cette situation. Ce faisant, elle parvient à atteindre bon nombre de ses objectifs géopolitiques, comme exercer à nouveau une pression sur le soi-disant ventre mou de la Russie et tenter de briser l'alliance économique entre la Chine et le Pakistan. Mais ce sera une tâche difficile, tu sais. La Chine a beaucoup investi au Pakistan. Cela dit, la Chine avait aussi beaucoup investi en Libye, n'est-ce pas, avant que l'OTAN ne renverse la Libye. Et la Chine avait beaucoup investi au Soudan, avant que la CIA ne crée effectivement une guerre civile pour diviser le Soudan.
Les États-Unis ont donc un très bon historique en matière de déstabilisation là-bas, afin de repousser, contenir ou refouler la Chine. Et ils estiment avoir réussi à le faire dans certaines régions d'Afrique. Je pense qu'ils veulent faire la même chose en Asie centrale, ou du moins essayer. I think Pakistan is a very interesting player. Je pense que le Pakistan est un acteur très intéressant, car on y voit l'influence chinoise, l'influence américaine, ainsi que son amitié avec l'Iran. C'est toujours une question pour moi. Quelle est la nature de cette relation? Pourtant, ils semblent d'une certaine manière très proches les uns des autres. Et justement hier, des drones américains sont entrés en Afghanistan depuis le Pakistan pour recueillir des informations dans le sud de l'Iran. Il se passe beaucoup de choses. Mais quel sera le résultat de ces différents vecteurs au Pakistan? Quelle est votre compréhension du Pakistan? Qui prendra la décision finale là-bas? Et qui détient le levier ultime? Je pense qu'il existe une instabilité politique inhérente, en quelque sorte intégrée à l'économie politique du Pakistan, que des acteurs extérieurs comme les États-Unis ont su exploiter. Ensuite, en tant qu'institution, l'armée conserve encore un contrôle effectif sur de nombreux points névralgiques du pays. Peut-être pas au même degré que Sisi en Égypte, par exemple, ou que le président Musharraf auparavant, lorsqu'il avait été installé par les États-Unis comme président du Pakistan pendant plusieurs années. Mais je pense qu'elle reste vulnérable à la manipulation à cet égard. Et ce qui, à mon avis, est en train de se préparer en ce moment, c'est une guerre par procuration. Une nouvelle guerre par procuration en Afghanistan. Et d'un côté, il y a la Russie, qui a évidemment ses propres intérêts. Ils ont, vous savez, des intérêts dans une frontière stable avec l'ancien gouvernement là-bas, qui coopère avec Moscou. Mais en même temps, par exemple, le Pakistan a accueilli, du moins à ma connaissance, je suis assez sûr, le Pakistan a accueilli l'opposition afghane à l'intérieur de son territoire. C'est donc un signal fort. Et l'Inde entretient une sorte de détente avec l'Afghanistan. Ils ont eu un différend frontalier historique qui est en suspens pour le moment, et les relations entre l'Inde et l'Afghanistan sont bonnes. Donc, d'un côté, vous avez l'Inde et la Russie, la Chine également de ce côté-là, et de l'autre, les États-Unis, le Pakistan, l'Afghanistan et peut-être Israël. Ne pensez pas qu'Israël ne soit pas au cœur de la question pakistanaise, car en fin de compte, c'est le seul pays islamique doté de l'arme nucléaire. Et aussi, comme tu l'as dit, Nima, c'est en quelque sorte allié à l'Iran. Il existe des liens profonds avec l'Iran à de nombreux niveaux, c'est certain. Mais ensuite, l'Iran se trouve aussi de ce côté avec la Russie et la Chine. Et peut-être, indirectement, l'Inde dans ce sens, bien que les intérêts de l'Inde soient différents. Mais tout cela réunit les éléments d'un terrain propice à une guerre par procuration, et une guerre civile pourrait y éclater, ou une instabilité susceptible d'entraîner les Iraniens, par exemple. Ce serait facile, peut-être même d'y entraîner les Russes, bien que je ne pense pas qu'ils se laissent piéger aussi facilement. Mais c'est incroyable qu'après toutes ces années, après 150, 200 ans, l'Afghanistan reste encore un point pivot essentiel pour le contrôle et la domination du continent eurasiatique. L'Empire britannique, plus ou moins, dans une autre itération, avec des technologies différentes et d'autres modes de commerce. Mais au fond, du moins selon mon interprétation, le grand jeu 1.0 visait réellement à empêcher l'Empire russe et l'Inde d'établir des liens réels, à les maintenir séparés afin de conserver le contrôle des routes commerciales maritimes, un rôle que les États-Unis ont fini par hériter. Cette sorte de manteau de puissance et d'arbitre maritime mondial, et ainsi de suite. Mais malgré tout, peu de choses ont changé.
Peu de choses ont changé depuis l'île mondiale de Halford Mackinder et le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, ce qui est assez extraordinaire. Mais sommes-nous vraiment assez stupides pour mener une autre guerre? Pour les États-Unis, il ne suffirait que d'un faux drapeau. Ils pourraient facilement relancer l'Afghanistan comme le grand épouvantail mondial, avec même une petite attaque sous faux drapeau. Quelque chose du genre d'une mise en scène à la USS Cole, peut-être contre une base américaine ou sur le sol américain ou en frappant des intérêts américains quelque part. C'est très facile. Ensuite, la machine médiatique américaine et l'administration Trump se mettraient simplement en sur-régime à ce moment-là, et l'inertie ferait le reste. Avant qu'on s'en rende compte, on se réveillerait dans un paysage géopolitique totalement différent la semaine suivante. Ce n'est pas si difficile à faire avec cette administration actuelle. Je dirais que l'administration Trump est en bonne voie pour devenir la plus néoconservatrice de toutes. Exactement. Ils sont juste là. Ils sont juste là. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas encore réalisé un grand coup, comme l'a fait l'administration Bush, mais leur politique étrangère est pire, leur rhétorique est pire. Tous les accords échus, plus tous les anciens accords de la guerre froide avec la Russie. Je veux dire, toutes ces choses, toutes les garde-fous ont disparu. Il y avait beaucoup plus de garde-fous en place pendant l'administration Bush, même s'ils ont agi unilatéralement contre l'Irak, avec une fausse coalition des volontaires, avec les Britanniques, quelques troupes polonaises, et ainsi de suite. C'était une action unilatérale, mais il restait encore des garde-fous dans le système international. Et ils ont disparu maintenant. Donc on peut dire que c'est bien plus dangereux aujourd'hui, avec un mouvement néoconservateur en pleine ascension à Washington. Et encore une fois, je dois y revenir. On ne peut pas parler du Pakistan ou de l'Asie centrale sans faire le lien avec l'Iran. Changement de régime en Iran, changement de régime en Afghanistan, bien sûr. Mais l'objectif ultime reste le changement de régime en Iran. Je pense que nous avons eu un changement de régime au Pakistan. L'Iran, pardon, non, je veux dire l'Afghanistan. Oui, l'Afghanistan. Mais oui, et le Pakistan, ils y sont parvenus. Donc le Pakistan est central, et Israël l'a laissé entendre dans des discours récents et des déclarations de Netanyahou. C'est une priorité majeure. Cela fait partie du grand échiquier d'Israël. Le projet du Grand Israël ne sera pas sécurisé sans la soumission et le désarmement du Pakistan en tant qu'État nucléaire et sans un changement de régime en Iran. Ils ne pourront jamais se sentir pleinement en sécurité pour s'étendre dans ce qu'ils considèrent comme le projet du Grand Israël. Et le rôle des États-Unis est de faciliter cela, car au bout du compte, l'administration Trump est entièrement possédée et dirigée par des intérêts israéliens. Autrefois, l'Occident utilisait Israël, les Britanniques et les Américains s'en servaient comme tête de pont coloniale et force d'exécution. Et c'est encore le cas dans une certaine mesure. Je veux dire, Israël continue de mener des activités de déstabilisation et des actions violentes dans la région, ce qui sert les objectifs impériaux des États-Unis ou anglo-américains. Mais l'équilibre a changé de manière spectaculaire, immense, surtout au cours des 20 dernières années, au point qu'il ne reste plus vraiment d'autonomie dans le système politique américain, au point qu'un gouvernement étranger nomme en pratique chaque membre du cabinet. Comment expliquer autrement qu'un réserviste médiocre ayant atteint le grade de major, un animateur de Fox News le week-end, même pas un présentateur, juste une figure assez insignifiante d'une chaîne câblée américaine, devienne le chef du département de la Défense, à la tête du Pentagone d'$1 billion par an? Pete Hegseth. Il a été choisi par le lobby israélien. Je veux dire, si vous deviez classer les CV des candidats qualifiés aux États-Unis, vous pourriez probablement en placer 100 000 au-dessus de celui de Pete Hegseth. Il serait tout en bas d'une pile d'environ 100 000.
Voilà à quel point cette personne est incompétente et indigne d'occuper ce poste. Et cela se voit à sa performance. C'est que du vent, que de la mise en scène. Il parle, en gros, du poids des généraux et du fait qu'ils doivent suivre des programmes de remise en forme. Franchement, c'est une blague. Cela a tellement chuté en dessous de la dignité de cette fonction, quelle qu'elle ait pu être autrefois. Mais je pourrais dire la même chose de la présidence aujourd'hui. Vous savez, c'est très déshonorant, ce qui a été fait et dit par ce président américain et beaucoup de ses sbires qui travaillent pour lui. Et quand je dis sbires, ce n'est pas péjoratif. Donald Trump s'est entouré de personnes totalement soumises à lui intellectuellement. Cela signifie qu'elles ne peuvent rien dire publiquement, ni agir d'une manière qui pourrait soit lui voler la vedette, soit montrer qu'il dit quelque chose de faux. Donc vous avez un secrétaire d'État sans aucune indépendance, qui se comporte en gros comme le majordome de Trump. Je veux dire, c'est littéralement Manuel de Fawlty Towers. Marco Rubio, c'est Manuel de Fawlty Towers. Si vous connaissez cette comédie britannique avec John Cleese, cette série culte, c'est exactement qui est Marco Rubio. Il a été choisi par le lobby israélien, qui l'a sorti de son siège sûr en Floride au Sénat. Et c'est une autre chose. Israël se moque que les républicains perdent la Chambre ou le Sénat. Ils s'en fichent, mais ils ont convaincu. MAGA a suivi cette mascarade parce qu'il pense que le lobby sioniste se soucie du parti républicain, du conservatisme, de l'anti-wokisme et de tout ça. Ils ne le font pas. S'ils se souciaient du Parti républicain, ils n'auraient pas retiré autant de républicains de leur siège sûr à la Chambre et au Sénat, y compris Matt Gaetz, qu'ils ont poussé à quitter son poste. Il aurait été le futur président de la Chambre. À un moment donné, dans les 4 ou 5 prochaines années, Matt Gaetz aurait été président. Ils l'ont attiré hors de son siège très solide en Floride. Il est très indépendant, très populaire auprès de ses électeurs. Ils l'ont appâté avec une fausse promesse selon laquelle il deviendrait procureur général. Et puis, dès que l'offre a été faite et qu'il s'était en quelque sorte à moitié retiré de son siège à la Chambre, ils ont ressorti un vieux scandale sexuel qui avait déjà été réglé. Cela l'a forcé à renoncer à son intérêt pour le poste de procureur général. Puis, ils ont fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle annonce un remplaçant, Pam Bondi, qui couvre les dossiers Epstein. Intéressant de voir comment cela s'est déroulé. Ils ont ainsi réussi à écarter de la politique l'un des jeunes républicains indépendants les plus solides. C'était le seul qui s'était opposé à certaines des lois pro-israéliennes les plus folles, y compris un projet de loi sur l'antisémitisme soutenu par les républicains il y a seulement 2 ans. Réfléchissez à cela. Le niveau de manipulation d'Israël dans la politique américaine, manipulant littéralement la machine politique des États-Unis, est sans précédent. Et cela se fait de manière si flagrante. Ce que je vous dis est de notoriété publique, mais cela ne ferait jamais la une d'aucune publication américaine, car elles ont toutes peur de dire la vérité. Vous voyez? Le lobby israélien a transformé les États-Unis, la personnalité, le visage du système politique américain, d'une manière très similaire à celle dont il a transformé le système politique britannique. Ils ont évincé le chef du Parti travailliste. Le dirigeant travailliste le plus populaire de sa génération était Jeremy Corbyn. Non seulement ils l'ont écarté de la direction du parti et de la perspective de devenir Premier ministre, mais ils l'ont aussi fait exclure du parti auquel il avait consacré toute sa carrière. Et tous ses alliés ont été purgés également. Et ils l'ont fait
à travers une fausse campagne contre l'antisémitisme, toute cette propagande alarmiste sur le fait que changer la politique étrangère serait néfaste pour l'alliance des Five Eyes et tout le reste. Mais un moteur important de tout cela, comme l'a révélé le documentaire en 2 parties d'Al Jazeera, The Lobby, je veux dire, il y a des preuves pour tout cela. Ce ne sont pas des secrets. Tout se fait au grand jour. Les seules personnes qui en sont conscientes ou qui le reconnaissent sont les journalistes objectifs, les commentateurs réellement impartiaux, qui n'ont aucun problème à dire la vérité sur ce qu'ils voient clairement. Mais les journaux grand public et les chaînes de télévision nationales n'en parlent jamais. Donc, ce que je veux dire ici, en fin de compte, Nima, c'est que l'équilibre, autrefois, c'était du donnant-donnant. Israël remplissait des fonctions qui servaient les objectifs des intérêts impériaux occidentaux. En retour, ces intérêts permettaient à Israël de poursuivre son projet du Grand Israël. C'était un donnant-donnant. Je pense qu'il y a eu un certain équilibre pendant quelques décennies, mais ces dernières années, cet équilibre s'est renversé de manière spectaculaire, tellement en faveur des Israéliens qu'aujourd'hui, l'Occident, afin de protéger Israël, lui permet de démolir toutes les institutions internationales, de saper et probablement à terme, de tuer les Nations Unies, de miner le système de justice internationale, le droit international, la CPI, la CIJ, la Convention de Genève, la Convention des droits de l'homme, la Convention sur le génocide. Et je pourrais continuer encore longtemps. Et puis, sur le plan intérieur, saper le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté de réunion en attaquant des personnes qui protestent contre un génocide en cours. Tout cela pour protéger Israël et sacrifier de bonnes relations avec les pays arabes, avec les pays musulmans, avec d'autres pays. Menacer de tarifs douaniers et d'autres mesures toutes sortes de pays qui défendent la Palestine, le Venezuela, la Colombie, l'Afrique du Sud, par exemple. Tout cela a détruit de bonnes relations avec de nombreux partenaires internationaux. Pourquoi? Pour une seule raison. Défendre ce minuscule pays, ce tout petit pays du Moyen-Orient, qui servait autrefois de point d'appui anglo-américain pour aider à contrôler l'Eurasie, mais qui est désormais devenu un énorme fardeau pour les intérêts impériaux occidentaux. Alors, que vont-ils faire maintenant? Nous sommes à un carrefour majeur de l'histoire, et Israël se trouve également à un carrefour existentiel important. Bien qu'ils aient atteint leurs objectifs d'expansion de la région du Grand Israël, leur zone d'influence, si l'on veut, ils ont en même temps détruit leur image à l'international. Ils ne retrouveront jamais le prestige et la légitimité dont ils jouissaient autrefois. C'est là tout le paradoxe, et c'est le carrefour où nous nous trouvons aujourd'hui. Que va-t-il se passer ensuite? C'est la grande question. Je pense que cette question pourrait être abordée en examinant la situation en Iran et au Pakistan, car les 2 principaux ennemis d'Israël dans cette région sont ces 2 pays. Nous avons eu le Premier ministre d'Israël qui parlait du Pakistan. À quel point, vous savez, il pourrait commencer par le désarmement du Pakistan en matière d'armes nucléaires, puis poursuivre ensuite. Ou, vous savez, le même scénario, ce qu'ils ont fait au Pakistan avec Imran Khan. C'est tragique. C'est tragique ce qui s'est passé au Pakistan. Et je ne sais pas comment ces vecteurs politiques au Pakistan peuvent fonctionner, car traditionnellement il existe un lien fort entre l'Iran et le Pakistan. À cause de la langue, à cause de la culture, ils ont des liens étroits. Mais lorsqu'il s'agit de ces jeux politiques à l'intérieur du Pakistan, c'est bien plus complexe. Bien plus complexe. Imran Khan, à mon avis, n'était pas vraiment un ami de l'Iran, de la Russie, de la Chine ou des États-Unis. Il voulait quelque chose de bon pour le Pakistan en tant que pays, être indépendant. Cette volonté a été écartée du pouvoir au Pakistan. C'est là, selon moi, la principale préoccupation.
gérer les armes nucléaires, le désarmement du Pakistan, la manière dont ils peuvent influencer le Pakistan, l'affaiblir. Voilà ce qui déterminera l'avenir. Car dans le cas de l'Iran, Patrick, je pense que nous en sommes à un stade où l'on peut dire que l'Iran peut se défendre contre toute tentative des États-Unis ou d'Israël de l'attaquer. Mais au Pakistan, c'est bien plus complexe. La situation est plus difficile à comprendre. Je pense que le point le plus important concernant le Pakistan, sur la question d'Imran Khan, c'est qu'avec Imran Khan, il y a eu une rupture nette avec les précédents chefs d'État pakistanais. Ils avaient été, en quelque sorte, sous des dictatures militaires, en réalité des administrateurs militaires nommés par les États-Unis, si l'on veut. Donc, du point de vue américain, ils souhaitaient que la personne au pouvoir soit plus ou moins leur représentant dans les relations avec le complexe militaro-industriel pakistanais, avant tout. Imran Khan représentait un homme politique populiste. Et ce qu'un politicien populiste peut faire, surtout en Asie, c'est galvaniser le public et captiver l'imagination populaire. Un autre aspect important, non seulement les relations avec l'Iran, mais aussi avec Imran Khan, de bonnes relations avec l'Inde. Et là, on a vu le début d'une vaste détente après, disons, 60 ou 70 ans de tension entre l'Inde et le Pakistan, deux États dotés de l'arme nucléaire. Voilà donc un des principaux points de tension nucléaire de la planète qui serait effectivement sous contrôle, neutralisé et peut-être même finalement éliminé grâce à un grand traité ou un accord réglant des différends historiques. Et cela était en train de se produire, et ce serait probablement produit sous Imran Khan. Il serait sans doute devenu à ce moment-là un dirigeant du mouvement des BRICS, je pense. Cela aurait alors entraîné un changement majeur dans l'équilibre des pouvoirs en Asie. S'il s'alliait avec la Russie et la Chine, et l'Inde en aurait bien sûr tiré profit, ils en auraient tous bénéficié énormément. Tout le monde y aurait gagné. Cela marquait donc une tendance. Le centre de gravité géopolitique se déplaçait vers l'Est, continuait de se déplacer vers l'Est, ce qui est sa dérive naturelle avec le développement de l'Orient. Et cela a horrifié Washington. C'est inacceptable. Ils ne peuvent pas faire ça. Ainsi, les Britanniques et les Américains, avec l'aide d'Israël, leur objectif principal est de ramener le centre de gravité vers l'Ouest. C'est simple. Ils n'ont plus la domination totale sur Israël, les routes commerciales maritimes et le monopole du commerce et des échanges mondiaux comme autrefois. Ils essaient donc de compenser cette perte d'hégémonie en sabotant, en perturbant, en détruisant. Ils pensent qu'en freinant le développement de l'Est, cela peut être interprété comme une victoire pour l'Ouest et permettrait de maintenir la civilisation occidentale, quoi que cela veuille dire aujourd'hui. Leur époque de domination, si l'on peut dire, serait simplement prolongée. C'est un jeu à somme nulle en géopolitique. C'est un jeu à somme nulle. Voilà où nous en sommes. Et le problème avec les jeux à somme nulle, c'est que vous savez, pendant la guerre froide, il y avait une composante idéologique, ce qui aidait à la fois à équilibrer la situation et à lui donner un certain sens dans un contexte politique. Du côté communiste ou de la gauche, il s'agissait de lutte des classes, de conscience de classe, d'inégalité, de justice sociale, ce genre de questions. De ce côté de la division de la guerre froide, c'était la conversation. Et du côté occidental, il s'agissait de démocratie libérale, de marché libre, d'opportunité, de déréglementation, de liberté, et ainsi de suite. Mais celle-ci n'a aucune de ces composantes. C'est simplement de la politique de puissance à somme nulle. C'est un retour en arrière, avant 1914. C'est exactement ce que c'est. Et nous voyons cela se refléter en Ukraine, vis-à-vis des attitudes et de la rhétorique de l'Europe et de l'OTAN. Nous le voyons aussi avec les États-Unis, avec Israël,
et dans le comportement des pays occidentaux, le comportement des États-Unis envers le Venezuela tout récemment. Je veux dire, parler d'attaquer et d'envahir un pays d'Amérique du Sud en inventant, vous savez, ce conte de fées selon lequel c'est un narco-État. Soudainement, le Venezuela serait devenu un narco-État. C'est un mensonge total. Et donc c'est un peu chaotique. Au moins pendant la guerre froide, l'Occident avançait un argument idéologique. Et il pouvait effrayer ses populations dans une certaine mesure avec la peur de l'infiltration communiste, la peur du rouge et tout ce genre de choses. Et cela a plutôt fonctionné. Cela a aussi marché du côté communiste, car l'agression américaine et l'agression occidentale, la course aux armements nucléaires en Europe, étaient présentées aux populations de l'Est comme « Regardez, il y a ici des preuves concrètes qu'ils nous menacent. Ils veulent nous rayer de la carte. » Et cela a contribué, je pense, à alimenter ce côté de la fracture idéologique, sans aucun doute. Mais maintenant, de quoi s'agit-il? Au bout du compte, la question de la démocratie, c'est ce qu'ils font en Afghanistan. Les États-Unis, Trump, relancent l'argument de la démocratie libérale, qu'il faut apporter la démocratie en Afghanistan. Bientôt, Trump va dire qu'il faut y apporter les droits des femmes. Trump va bientôt devenir woke. Nous devons le faire pour les femmes. Incroyable. Au fait, il fait exactement le contraire, non? Totally the opposite in the United States. Eh bien, c'est ce que fait la droite. C'est ce que fait la droite. Vous savez, l'argument que la droite en Amérique avance, c'est hilarant de voir tous ces charlatans sur Fox News et tous ces soi-disant conservateurs américains. Ils disent « Oh, nous sommes contre le wokisme ». Et Elon Musk, c'est pareil. « Oh, contre les LGBT, nous sommes contre le wokisme ». Et puis quand ils soutiennent Israël, ils disent « Eh bien, le Hamas doit être éliminé parce qu'ils ne soutiennent pas les droits des homosexuels à Gaza ». Ou encore, l'Iran a besoin d'un changement de régime parce qu'ils obligent les femmes à se couvrir la tête. Ils évoquent donc une sorte de thématique féministe, comme un simple habillage de leur manœuvre impériale. Et ils le font sans cesse dans le monde islamique. Ces gens-là se moquent complètement des droits de quiconque en Iran ou au Moyen-Orient. C'est juste que les faux conservateurs en Occident font exactement la même chose que leurs adversaires libéraux, au grand cœur, ont fait pendant des années. L'OTAN diffusait autrefois des publicités en Amérique sur les arrêts de bus, montrant des femmes talibanes portant de longues burqas bleu clair, avec le slogan « OTAN, continuons les progrès. Nous allons rendre leurs droits à ces femmes. Alors, nous devons continuer à bombarder l'Afghanistan. » Ils ont diffusé ces publicités sur des panneaux d'affichage aux États-Unis, dans des endroits comme Chicago. Nous l'avions documenté sur notre site web à l'époque. Et c'est ainsi qu'ils ont vendu la guerre. C'est ainsi que Hillary Clinton l'a vendue. C'est ainsi qu'Obama l'a vendue. Et c'est aussi ainsi que la droite la vend. Exactement la même chose. Ils utilisent les mêmes outils impériaux stupides et bon marché, des outils fragiles que leurs homologues de gauche, ou prétendument de gauche, utilisent. Ce sont tous deux des entreprises néocoloniales, au bout du compte. C'est comme si le panneau sur la porte disait « droite », le panneau sur la porte disait « gauche ». Ils poursuivent tous deux des politiques étrangères identiques et utilisent exactement les mêmes outils pour le faire. Oui, exactement. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. De même, merci Nima. See you soon, Pat. À bientôt, Patrick.